Ce soir, à sortie de classe, Stéphanie, est-ce que tu connais ChatGPT? Pas du tout. On rencontre Simon Duguay et Alexandre Gagné qui vont nous en parler. Bonne sortie de classe tout le monde. Stéphanie Demers, bonsoir. Salut Pierre Gagnon, ça va bien? Ça va très bien, toi. J'ai vu que tu as mis ton petit chandail de Noël. Mon chandail festif. J'ai complètement oublié, j'aurais dû mettre ça. Là. J'aurais dû t'écrire. Ben, j'ai eu un cadeau d'ailleurs, tout de rouge, c'était très beau. Stéphanie, c'est notre dernière émission de la saison. Oui. Toute une saison encore de sortie de classe. Ouais, ça fut de grandes sorties de classe. De grandes sorties de classe avec des gens très inspirants évidemment. Et là, il y a comme un phénomène bizarre qui vient d'arriver. En fait, ça se préparait depuis un bout, je pense, et qui va, à mon avis, révolutionner pas mal de choses dans nos vies, nous autres de profs, entre autres. Et je parle du fameux ChatGPT. Donc, c'est une intelligence artificielle. On va inviter Alexandre Gagné, comme on le disait tantôt, et Simon Duguay pour nous en parler. Alors, on commence tout ça maintenant? Oui, parce que moi, j'ai vraiment hâte de savoir. Parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut se préparer. Tu sais, le numérique, là, il nous a préparé à certains changements, mais il faut qu'on repense notre affaire. Ça clôt en force, ça? Ça clôt en force. On va avoir le temps dans le temps des fêtes pour pratiquer ça puis essayer des patentes. Là. On pourrait peut-être lui demander si le Père Noël existe. On verra tantôt si on peut l'essayer. Absolument. Alors, on commence ça maintenant. Bonsoir, messieurs. Alexandre Gagné, Simon Duguay, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien. Très bien, vous-même? Oui, toujours. Merci, oui, toujours. Ça va bien, oui. Mercredi soir, ça va toujours très bien. Messieurs, un petit mot pour vous présenter. Simon, tu fais quoi dans la vie? Qui es-tu? Je suis enseignant au secondaire à Québec et je suis chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval. OK. Et Alexandre? Bien, écoutez, on me connaît sur Twitter, ex-journaliste, qui l'est encore un peu sur Twitter et sur d'autres réseaux, mais également enseignant d'économie, de sociologie au niveau secondaire et collégial, ici dans la région de Montréal, donc, et qui est très intéressé par la technologie, qui a été également dans une autre vie, parce que j'ai tellement eu de vie, conseiller technopédagogique au moment de l'intégration du iPad dans les écoles en 2011. Donc, tu étais un précurseur à ce niveau-là, en tout cas. Oui, les débuts de la technologie, les points de bascule, je dois dire que ça me connaît. Bon. Écoutez, messieurs, on va commencer par... Commençons par commencer. Commençons par commencer, mais c'est quoi ça, ChatGPT? Messieurs, je vous lance la balle, prenez ça au bon. On fait ça à la bonne franquette ce soir, là. C'est quoi ChatGPT? ChatGPT, c'est un modèle de langage entraîné par OpenAI, une compagnie américaine, pour prédire la suite d'une conversation en utilisant le contexte des messages précédents. C'est conçu pour imiter le langage humain de manière convaincante, ce qui permet de créer des conversations naturelles et fluides avec un interlocuteur virtuel. Le but de ChatGPT est de fournir une expérience de chat convaincante et engageante pour les utilisateurs. Bon, je vais m'arrêter là, Pierre, parce qu'en fait, cette réponse, là, c'est pas de moi, mais bien du robot conversationnel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Wow. Donc, c'est le texte qu'il a répondu, qu'il a rédigé quand je lui ai demandé de se décrire lui-même. Donc, lui, il parle d'un assistant. Il dit qu'il est mon assistant, qui peut faire beaucoup de choses, résoudre des problèmes mathématiques complexes, des équations, rédiger des textes simples à partir de différentes instructions, m'écrire un conte, un roman, des courriels, un résumé, me faire une dissertation et bien d'autres choses. On va en parler d'ailleurs. Et on peut lui demander de bâtir un plan de cours, des contenus de cours, des questionnaires à choix multiples. Je vous dis, c'est
C'est une petite révolution dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'enseignement, un potentiel énorme qu'on découvre encore quotidiennement, qui nous réserve encore beaucoup de surprises. Et je pense qu'aussi, Simon peut en témoigner au fur et à mesure de nos expérimentations. Oui, absolument. En fait, j'aime, quand j'ai expliqué quelqu'un, souvent, je vais commencer ma comparaison avec Siri et Alexa. Donc, c'est des agents conversationnels. C'est juste qu'au lieu d'utiliser ChatGPT pour changer la chanson qui passe sur nos écouteurs intelligents, ben, on va lui demander de rédiger la base d'un courriel qu'on pourrait envoyer à quelqu'un. On va lui demander de rédiger un article de journal sur quelque chose qui s'est passé. On va l'utiliser pour faire des tâches qui sont beaucoup plus complexes. Je l'ai d'ailleurs essayé hier avec mon infolettre. Je voulais que ce soit lui ou elle. On ne sait pas si. Il, lui, on dit. Mais là, c'est une application, c'est quoi? C'est un site? Ça marche comment, ça? C'est un site web, en fait, qui est accessible depuis environ, ça va faire 2 semaines aujourd'hui qu'il est accessible. Oui, donc c'est ça, à partir du 30 novembre. Très, très, très frais sorti du four. C'est la 3e itération du logiciel. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la première version, mais c'est la version qui est la plus convaincante. C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de gros boom. Pour le moment, c'est une version qui est gratuite parce qu'ils font des essais. Donc, ils testent la machine. Tout le monde peut aller l'essayer, laisser des commentaires. Est-ce que les réponses sont bonnes ou non? On s'attend à ce qu'éventuellement, l'outil devienne payant. Ou du moins d'autres applications, mais c'est sûr qu'on va toujours trouver un moyen soit de débourser pour pouvoir l'utiliser ou, et ça c'est complètement hypothétique, mais je vois comme plein d'applications, on regarde une publicité une fois de temps en temps, puis après ça on peut continuer à l'utiliser ou des choses comme ça. Là. Ce qui a fait en sorte que ça soit très populaire rapidement, c'est que, comme Simon l'a mentionné, c'est que c'est grand public, c'est facile d'utilisation. La page, l'interface visuelle ressemble beaucoup à une boîte de clavardage dans Messenger qu'on connaît bien. Okay. Ça tranche un peu d'une ancienne version que l'entreprise américaine avait développée. Et donc là, ils ont vraiment fait quelque chose de très simple d'utilisation. On pose une question, on attend de réponse et on peut engager là, une conversation qui peut être très, très longue avec le robot. Donc, on le voit justement à l'écran. Donc, il y a, au départ, là, on nous propose des petites mises en garde, des exemples, des capacités, des limites. Et là, il y a l'interface, la petite boîte, justement, où on peut directement poser une question, écrire directement avec le clavier. Actuellement, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt face à l'arrivée de cet outil-là. Écoutez, imaginez, en 5 jours, ils ont atteint 1 million d'inscrits, d'abonnés sur le site, alors que des entreprises comme Facebook, Instagram, ça a été des semaines, des mois avant d'atteindre ça. Si je me rappelle bien, Instagram, ça a pris 2 mois et demi à l'entreprise avant d'atteindre ce million. OpenAI le fait en 5 jours. C'est vraiment fulgurant en termes de réaction du public. Alexandre, c'est américain. Non, mais moi, j'ai juste une petite question. C'est américain? Oui, effectivement. Pour situer un petit peu l'origine de ChatGPT, si vous voulez, GPT, donc, parce que, c'est quoi GPT? On parle de Generative Pre-trained Transformers. C'est un peu l'acronyme pour dire qu'on pourrait traduire en sorte par robot pré-entraîné par des apprentissages supervisés. Concrètement, dans l'étape de renforcement des connaissances, les formateurs humains, donc des gens derrière leur clavier, ont classé des réponses que le modèle avait générées à partir d'une masse considérable d'informations dans plusieurs langues. Et donc, ça s'appuie donc sur les conversations. Il est capable, cet outil-là, de garder en mémoire, d'apprendre donc de sa conversation, de ses résultats qu'il génère. Et donc, on a créé des systèmes de récompense. Donc, les gens, évidemment, félicitent. On donne des notes aux différentes réponses. Ça lui permet d'apprendre et de générer toujours plus de données, de simuler, évidemment, une conversation, comme on le disait, qui est humainement très convaincante. Les résultats sont souvent sans faute. C'est bien articulé. Et pour répondre à ta question, Stéphanie, donc c'est un organisme à but non lucratif au départ, donc OpenAI, qui est basé à San Francisco, qui est derrière cette prouesse-là. Qui est derrière ça? Là, ça devient intéressant. Il y a Elon Musk, Sam Altman, qui sont évidemment des gens bien fortunés, bien connaissants dans le domaine numérique. Et c'est Altman qui est vraiment le Manitou là, derrière, il faut dire, GPT. On retrouve aussi des gros investisseurs, Peter Thiel, qui est un entrepreneur néo-zélandais, américain, qui était
notamment derrière PayPal, le site de paiement en ligne qu'on connaît. Il avait aussi mis de l'argent dans Facebook à ses débuts. Intéressant, il a été conseiller de Donald Trump en 2016. Donc, ça peut peut-être nous donner un angle de réflexion. Et ensuite, on retrouve aussi des services comme Amazon Web Service, service d'info nuagique qui est impliqué. Il y a également le fondateur de LinkedIn qui est là-dedans et une société indienne, Infosystem, qui aussi participe parce que c'est des infrastructures immenses d'équipements informatiques, des ordinateurs, des serveurs pour gérer toute cette masse d'informations. Donc, des grosses affaires, des gens qui ont beaucoup d'intérêt aussi à ce que ça fonctionne, ce projet-là. Clairement. Vous avez vu le message passer, j'ai oublié de faire mon petit laïus du début, là. Donc, ceux et celles qui nous écoutent, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Nous, on va les voir. On peut même poser des questions à nos invités. On va essayer de répondre, évidemment, du mieux qu'on peut et du meilleur de notre connaissance. Donc, ne vous gênez pas pour commenter. Puis même que vous pouvez nous présenter des tests que vous avez faits. Gênez-vous pas, là, parce que moi, je peux faire apparaître ces commentaires-là et les questions à l'écran. Donc, gênez-vous pas pour participer à la discussion, parce que tantôt, on va aller dans le crunchy, là, parce qu'on s'entend que, bon, justement, voilà, déjà, un monsieur Dagenet. Alors, c'est comme ça que ça se présente. Alors, merci Jocelyn, de ton beau commentaire. Là, on a su, bon, c'était quoi? On a su qui était à l'origine de ça. Tout le monde peut se servir de ça? Il n'y a pas y a-t-il un 13 ans et plus? J'imagine que oui, hein, dans ce genre de site-là. Ben, en fait, à la base, pour se créer un compte, on doit avoir un identifiant, soit Google, ou soit se créer un compte. Bon, pour avoir un compte Google, théoriquement, on doit avoir 13 ans, pratiquement. C'est ça. J'imagine que oui, on passe là. Hein. C'est en bas de ça, ça commence à être un peu... Ce qu'il faut dire, bon, la procédure a été quand même complexifiée au départ. Moi, ça a été très, très rapide. Bon, déjà, dès le 1er décembre, j'étais inscrit et là, on était au début de la vague. Et par la suite, ça a été plus compliqué, plus ardu pour avoir accès. Ils ont complexifié avec l'ajout d'une demande de numéro de téléphone. On pouvait s'authentifier par SMS et tout. Et il y avait une liste d'attente également. Là, je ne sais pas où on en est rendu là-dessus parce que là, évidemment, une fois que tu es connecté, tu n'as plus ce filtrage initial, mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des lenteurs aussi lorsqu'on on faisait des requêtes. Le site complètement, littéralement, ça plantait. Il y avait des réponses qui étaient interrompues. Donc, il fallait recharger la page, reposer la question pour avoir vraiment notre réponse au complet. C'est très simple d'utilisation, vraiment une boîte, là, une page très, très épurée. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on peut le laisser ouvert à tout moment sur nos écrans. Dans notre navigateur, on y vient, on garde la conversation ouverte, on peut passer du coq à l'âne et il va se rappeler évidemment des éléments. Tant qu'on ne ferme pas la boîte, la fenêtre dans laquelle on se trouve, ben c'est ce qu'on appelle la conversation et cette conversation peut quand même être longue, être importante et il va pouvoir référer, réutiliser du matériel au besoin, réécrire des choses parce qu'on a ajouté une précision, on veut une nouvelle version. C'est vraiment fabuleux comme outil. C'est fabuleux, mais moi, je trouve ça épeurant. Oui, effectivement, ça a été ma première réaction quand j'ai vu l'outil. J'étais à moitié effrayé et à moitié fasciné de toutes les implications que ça pouvait avoir. Puis quand on parle d'accessibilité de l'outil, au Québec, on a aussi la langue, bien évidemment. C'est un des premiers outils qui est aussi bien fait en français, qui nous comprend bien en français, qui répond bien en français. Il y en avait d'autres, bien évidemment, mais aussi poussé que ça, c'est sûr que ça ajoute une certaine facilité d'accès là, au Québec, cet aspect-là. Oui, parce qu'à un moment donné, j'avais fait un test. Moi, j'avais demandé, écris-moi un texte d'un jeune immigrant qui arrive au Québec. Un texte de 200 mots. Et il y avait des références du Québec, là. Il avait hâte d'apprendre le français, la culture, d'une culture bien développée, des paysages incroyables, les gens accueillants, la neige. C'est assez solide, là. Oui, l'outil a été nourri avec des quantités incroyables. Je n'ai pas le chiffre exact, mais évidemment, on parle en anglais, bien sûr. Il faut dire qu'actuellement, la base de données en anglais est supérieure. On a fait des tests, on voit qu'il y a certaines questions qui sont mieux, disons, nourries, riches en anglais. Alors, quelqu'un pourrait prendre cette réponse-là et je pense qu'on peut faire traduire, donc on peut la faire traduire directement par GPT ou tout autre traducteur et donc on aurait vraiment une réponse encore plus complète.
Internet. Donc, en anglais, en français, en espagnol, en chinois. Donc, il y a 5 langues là, qui sont vraiment utilisées par l'outil et ça en fait sa force et c'est ce qui fait que ça devient un outil là, qui est vraiment, au plan international, très, très intéressant. J'avoue. Les principales réactions qu'on a eues à la sortie de cet outil-là, Simon, tu as passé quelques entrevues, je pense, là, depuis la sortie. On a vu Sylvain Duclos aussi, notre collègue, passer quelques entrevues. C'est quoi la réaction au Québec en général? On ira plus loin après avec Alexandre, mais c'est quoi les réactions là, que tu as senties, toi, la première vague? Là? Je vous dirais qu'au Québec, les premiers articles qui ont été publiés, c'est par Radio-Canada sur l'outil, pas forcément en lien avec l'éducation, mais vraiment pour présenter l'outil. Beaucoup de personnes publiaient en ligne sa capacité, par exemple, à rédiger du code informatique, ce qui était fantastique dans beaucoup des domaines. Donc, c'est ça qui a étonné. Et là, par la suite, bien évidemment, dans différents milieux d'emploi, on a commencé à se questionner sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça dans nos pratiques. Et là, en éducation est arrivée la patate chaude au début, on se posait des questions par rapport au code triche, qu'est-ce qui pourrait se passer avec ça. Et souvent, quand j'en parlais avec mes collègues, c'était la première réaction qui arrivait pour s'en suivre avec, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans nos classes? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire plein de choses? Donc, il y a du potentiel quand même à ça aussi. Donc le premier réflexe a été les freins. Apprenons-en plus sur l'outil avant de se lancer, parce qu'il y a aussi, comme je ne sais pas si vous voyez le clavardage, je ne sais pas si vous voyez le commentaire de Jocelyn, justement, qui dit que tous les outils peuvent être importants, intéressants. Ça dépend ce que tu en fais, évidemment. Tu peux en faire du bien, tu peux en faire du mal. Alexandre, au niveau un peu plus international, parce que ton petit côté journaliste est allé fouiller un peu dans le monde. C'est quoi les réactions un peu partout dans le monde? Il y a des réactions partout à l'international, aux États-Unis, en Europe, en France, en Angleterre. Les Français en ont beaucoup parlé un peu avant nous. J'ai surveillé ça. Les médias français avaient déjà présenté à l'antenne ChatGPT avant même nos médias au Québec. Je l'ai d'ailleurs relevé. Mais partout, on s'étonne et on se dit que c'est vraiment un point de bascule. Bon, il y a le New York Times qui dit que ChatGPT nous amène dans une autre dimension. On explique que d'ordinaire, chaque robot conversationnel traite chaque nouvelle demande comme un tableau vierge et qui n'est pas programmé pour se souvenir des conversations précédentes. Et là, le fait que ce qu'on nous propose nous permet de revenir dans la conversation, on soulevait l'exemple, on disait que ça permettrait, par exemple, de créer des robots de thérapie personnalisée. Alors, le New York Times voit ça comme possibilité en disant quelqu'un qui a des soucis de santé psychologique pourrait entamer une conversation avec le robot. On sait qu'il manque tellement de spécialistes, alors pourquoi pas nous rendre en thérapie avec GPT. Le journal nous apprend que GPT est programmé pour refuser les demandes inappropriées, une catégorie qui, dit-on, est un peu nébuleuse, qui peut inclure toutes sortes d'interdictions, notamment des activités illégales. Donc, on ne peut pas parler d'éléments 18+ avec lui où il nous l'interdit. On aura un message qui apparaît. J'ai testé des mots-clés là, pour voir et effectivement, il me disait que là, j'atteignais une certaine limite. Donc, ça, c'est une mise en garde. C'est intéressant. Donc, pour les plus jeunes qui voudraient, disons, tester l'outil à ses limites, très rapidement, ils vont se faire aviser qu'il ne faut pas employer certains mots. Et donc, évidemment, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est la fin des dissertations? Il y a des sites, notamment le site Trust My Science, qui disait ça. Aux États-Unis, des professeurs d'université ont fait écrire des dissertations, résultats qui les ont laissés très étonnés, pensifs. Il y a un prof de journalisme de l'Arizona qui a demandé à l'intelligence de gérer une mission qu'il confie d'habitude à ses étudiants, d'écrire une lettre à un parent donnant des conseils sur la sécurité et la confidentialité en ligne. Et il dit, j'aurais donné une très bonne note, probablement un 15 sur 20 et plus. Et pour lui, là, le milieu universitaire aura de très graves problèmes à affronter ce que représente cet outil-là. Et là, je pourrais continuer. Là, j'ai des exemples un peu partout, mais on s'inquiète beaucoup de cette révolution-là dans le monde des sciences humaines. Vous savez, en sciences humaines, comment on évalue les connaissances? C'est souvent par un texte. Fais-moi un texte, rédige ceci, rédige cela. Alors, l'arrivée de ChatGPT met un frein, dit aux gens en éducation,
bien, ce ne sera plus nécessaire de faire écrire parce qu'on a un outil qui peut le faire pour nous. Alors là, on est vraiment sur une nouvelle dynamique, des nouveaux défis là, qui pointent à l'horizon. Pour avoir discuté de la situation, moi, avec des collègues universitaires, parce que je suis chargé de cours à l'Université Laval, puis c'est sûr que ça fait peur à plusieurs. Pour le moment, on a fait des tests de questions qui sont posées dans des travaux longs à l'université. Certains auraient eu la note de passage, d'autres non. C'est sûr que je n'aurais pas donné de 100%. Par contre, il y a toujours la limite que là, je vous dis ça en date de décembre 2022, que je n'aurais pas donné de très bons résultats. On ne sait pas dans 1 mois, 2 mois, 1 an. On se reparle après Noël. Hein? C'est ça, le niveau de complexité, parce que présentement, des fois, il va rester en surface dans des questions qui sont complexes, mais plus l'outil se perfectionne, plus il va être capable d'aller en complexité, bien évidemment. Là. Donc, c'est sûr que pour certaines questions d'examen, c'est une question de temps là, avant que l'outil soit rendu là. Messieurs, vous avez trempé dans le numérique depuis un bout. Là. Vous savez de quoi on parle là, quand on parle là, d'intégrer le numérique en classe. Il y avait déjà une fracture très grosse. On est-tu en train de perdre un membre? Parce que, non, mais on s'entend qu'il y a des pédagogues, appelons ça générique, là. Il y a des pédagogues qui n'ont pas embarqué dans le numérique. On va y perdre à quelque part, là, ou c'est... Bien, évidemment, la question est très pertinente. Je pense que c'est un élément de plus qui va devoir pousser des gens à réfléchir sur leur pratique. Et il faudra collectivement, ça ne peut pas être le fait de quelques profs geeks un peu plus numériques que d'autres dans une école. Ça doit faire l'objet, je pense, d'une réflexion beaucoup plus globale sur les pratiques enseignantes. Il faut aussi que au niveau politique, on se penche sur la situation. Il faut que tous les ordres d'enseignement, du primaire jusqu'à l'université, on s'interroge sur maintenant nos façons d'évaluer nos étudiants. Vous savez, la fameuse cotère, est-ce que c'est encore nécessaire? Comment on va générer une cotère qui est fiable maintenant quand on a des outils qui viennent peut-être fausser, créer des biais dans l'apprentissage? Il y a des écoles qui vont être très techno. Il y a des écoles où on va enseigner l'utilisation de GPT. À d'autres endroits, on ne le fera pas. Donc, et ma crainte aussi, on disait, Simon, bon, ça viendra de payant. Alors, dans les écoles privées, est-ce qu'on va payer pour GPT? Est-ce que les plus riches auront droit à utiliser GPT parce qu'ils auront la fortune pour payer l'abonnement mensuel? Puis dans les catégories inférieures, les gens moins fortunés, les familles en difficulté, ben, on va s'en passer. Mais ça pourrait être dans ces familles-là qu'on en ait besoin le plus parce que l'outil peut être un très bon tuteur. Il y a un prof d'université, il disait, merde, il dit, moi, puis c'est un ancien physicien, il dit avoir eu ça quand j'étais au secondaire, puis au cégep, puis à l'université. Il dit, j'aurais eu le meilleur tuteur que je pouvais pas avoir. Donc, ça va poser des gros défis dans les prochaines semaines. Simon? Il y a aussi des enjeux démocratiques qui vont s'en venir avec ça. On parle de désinformation. Avec ce genre d'outils-là, ça devient de plus en plus facile d'écrire des articles de désinformation qui sont crédibles. Donc, c'est sûr que nous, comme enseignants au secondaire, je crois qu'on a un certain devoir d'éduquer les élèves à, j'allais dire l'avenir, mais bon, le présent. Comment l'intelligence artificielle dans le présent peut être utilisée. On parle de corps d'emploi qui vont peut-être se transformer, qui vont peut-être disparaître. Les élèves doivent savoir ça. Les élèves doivent savoir comment l'intelligence artificielle est utilisée, sera utilisée. Donc, c'est sûr que, oui, bon, on a maintenant le nouveau référentiel de compétences du numérique au Québec qui va pousser plusieurs enseignants à aborder plus la situation en classe. C'est merveilleux, mais je pense que ça va prendre des initiatives un petit peu partout dans la province, justement pour s'assurer qu'on prépare adéquatement nos élèves pour la réalité d'aujourd'hui. Stéphanie, est-ce que ça va? Ça va, écoute, là, moi, j'ai des questions qui se bousculent. Je lis le chat parce que là... Mais attends, je vais t'arrêter. On ne parle pas d'évaluation tout de suite. On n'ira pas creuser là-dedans. Non, je m'en allais pas là. C'était plus pour faire du pouce sur l'équité, justement, dans les milieux par rapport au budget et tout ça dans les écoles, que déjà, avec les technologies qui sont en place, bon, si on pense, par exemple, aux tablettes, ce ne sont pas toutes les écoles, ce ne sont pas toutes les classes. On a encore cette problématique-là. Puis même au niveau des tableaux aussi, c'est pas équitable nécessairement partout. Puis là, on est rendu dans l'intelligence artificielle, tu sais. Fait que là, j'ai l'impression qu'on a encore une charrette, là, puis là, la voiture de course, la F1, est rendue en avant. Fait que, tu sais, c'est ça là, qui
je pense, qui était vu là, dans les commentaires, dans le chat. Mais en fait, Stéphanie, cet enjeu-là, on l'avait à l'arrivée des iPads puis des ordinateurs tout court Ben dans oui. les classes. Il y a des enfants qui n'ont même pas d'ordinateur, qui n'ont pas Internet encore à la maison. Exactement, c'est ça. Donc là, il y a des régions qui n'ont pas Internet. Ouais, il risque, effectivement, la question du clivage est importante et il y a des gens dans le clavardage, justement, qui le mentionnent bien. Il y aura un défi, évidemment, d'initiation, mais il faut que, d'une part, dans nos écoles, il y ait d'abord une formation qui soit offerte très bien à l'ensemble des enseignants, montrer les possibilités, les limites. Je l'ai testé cette semaine et dans certains cas sur l'histoire du Québec, il en savait un peu sur René Lévesque, mais il y avait de la difficulté à me dire qu'il était décédé en 87. On me suggérait qu'il avait fait 2 référendums, 80-95. Donc, actuellement, il faut quand même avoir un pas d'avance encore sur l'intelligence. L'intelligence artificielle, il faut être en capacité un peu de détecter, avoir un esprit critique suffisant pour repérer des fois des incohérences. Quelqu'un disait cette semaine, c'est un beau parleur. Hein? Il enrobe ça, c'est du beau vocabulaire, c'est bien formulé, les deux côtés de la médaille. Donc, un grand parleur, est-ce que c'est un grand faiseur? Pour l'instant, pas encore. Donc, il y aura de l'amélioration. Ça, c'est indéniable. On ne va pas revenir en arrière. Ce n'est pas appelé à être moins bon. C'est appelé à être beaucoup meilleur. Donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Donc, on va regarder les bottines sur les babines. Oui, exactement. On n'aura pas le choix de porter attention à ça. Et moi, je pense que c'est une question de semaines avant qu'on nous lance une amélioration. Déjà, ils ont énormément de retours d'utilisateurs sur des glitches, des petits problèmes là, qui ont été relevés. Et c'est un outil qui, oui, est très performant. Sur le clavardage, Jocelyn Dagenet disait on avait ça en mathématiques depuis longtemps. C'est vrai, moi, depuis que les iPads sont sortis, il y a des élèves qui scannent des problèmes, des équations, puis ça résout. C'est vrai qu'il y avait déjà des outils intelligents pour ça. Et là, c'est un autre stade. Les élèves peuvent se faire des questions de révision, obtenir des clés de correction. On peut entrer des problèmes à l'intérieur et ça va nous proposer la solution et la démarche. Ça, c'est intéressant, c'est que ça accompagne l'étudiant dans la démarche de compréhension d'un problème, notamment en mathématiques et en sciences. Sommes-nous en train aussi de voir à l'horizon la fin de certaines plateformes numériques? Je sais pas qui sont utilisées en éducation, par exemple, là, les maisons d'édition en ont toutes une. Est-ce qu'on est en train de dire, écoute, c'est gratuit, il peut me corriger un texte, il peut même en écrire un, parce qu'en passant, comme tu dis, Alexandre, j'ai pas vu de faute dans les textes, là. Les tests que j'ai faits, j'ai pas vu beaucoup de fautes, en tout cas, où j'en ai vu peu, là. Tu sais, peut-être un peu, quand c'est plus compliqué, à un moment donné, il va faire un peu, mais la plupart du temps, le texte est simple. Et il est super bien écrit. Oui. Non, actuellement. Je vous dirais que présentement, non, absolument pas. Dans un futur, peut-être. Mais c'est sûr que comme enseignant, les maisons d'édition engagent des enseignants pour faire du matériel. On a toujours une manière d'expliquer les concepts qui sont ajustés à l'âge avec un certain vocabulaire. C'est sûr que je lui demandais de m'expliquer, par exemple, en secondaire 1, c'était quoi l'atome, puis il m'expliquait ça avec des termes qu'un élève du secondaire ne comprendrait peut-être pas à quel point c'était poussé. Des fois, dans certaines manières d'aborder des concepts scientifiques, des concepts historiques, on va avoir une angle d'approche qui est différente que l'angle de Wikipédia ou l'angle de d'autres sites web sur lesquels il se nourrit. Donc, c'est sûr que d'avoir du matériel qui est fait par des enseignants apporte vraiment un plus que l'outil ne peut pas offrir. Quelle sera la situation dans 3 ou 5 ans, je ne sais pas, là. Mais pour le moment, il y a quand même cet aspect-là qui n'est pas à négliger. D'où l'importance, je pense, de ne pas cacher l'existence quand même de GPT aux élèves et de leur proposer des exemples qui montrent ses limites. Il y a Véronique Payeur dans le chat qui dit qu'il y a des connaissances possiblement erronées. Effectivement, c'est un peu ce que j'évoquais avec l'exemple de tout à l'heure de René Lévesque quand je lui demandais est-ce que la souveraineté du Québec, c'est bon ou moins bon? Alors, il m'a fait un texte et là-dessus, il y avait des erreurs, il y avait certaines erreurs de fait, notamment sur les dates d'existence de vie de René Lévesque. Et comme ça, évidemment, un étudiant peut prendre ça pour acquis, mettre ça dans un travail et donc, il faut quand même inciter actuellement les étudiants à dire, contre-vérifier les faits, allons voir. Ça peut être une bonne base pour créer des activités pédagogiques, fournir nous-mêmes comme enseignants. Voici ce que dit l'intelligence, où on dit aux élèves, demandez-lui une réponse, demandez-lui de résoudre un problème et par la suite, faites-moi la démonstration point par point qu'il a raison.
Sur quoi vous pensez qu'il peut s'appuyer? Allez voir des sites en ligne, allez voir d'autres références. Faites-moi finalement la bibliographie, la liste des sources que nous n'avons pas actuellement. Ça viendra sans doute, mais dans un futur à court terme, là, immédiat, je pense qu'on pourrait justement donner des clés de compréhension de l'outil aux étudiants. On parle depuis tantôt, bon là justement, comme tu dis, Véronique Payeur a dit qu'il pourrait peut-être avoir des connaissances erronées ou des réponses erronées. On parle là des compétences du 21e siècle depuis le début du 21e siècle. 22 ans. Un bon bout là. Avec une couple d'années. On est-tu en train de rechanger encore de compétences? L'esprit critique, je pense qu'on commence à l'avoir dans le top 2, là, non? Bien, c'est sûr que les compétences du 21e siècle, c'est sûr, ça va dépendre. On se base sur quel référentiel. Il y a plein de monde qui ont fait des listes de compétences, mais souvent, ça revient au même. Ça prend l'esprit critique, la créativité, régler des problèmes qui sont complexes. Ça, pour le moment, il peut se donner un semblant de créativité, il peut donner un semblant, mais encore une fois, on dit que c'est un beau parleur, mais il va se baser sur des choses qui sont déjà faites. Donc oui, on peut lui demander d'écrire un poème sur le cycle d'érable à la mode de Baudelaire. Par contre, il va se baser sur des choses qui ont été déjà faites. Ce sera pas, ça va être des mots qui sont agencés de manière nouvelle, mais il n'y a pas la créativité derrière, il n'y a pas le processus créatif non plus. Ouais. Il y a une critique du média Futurism aux États-Unis qui disait que ChatGPT ne peut pas vraiment distinguer actuellement la vérité de la fiction, invente souvent des faits avant d'ajouter, non sans un certain humour, ce magazine-là. D'aucuns pourraient rétorquer que cette tendance n'est pas si différente de celle d'un étudiant moyen, évidemment à la blague. Et il y a quand même, un peu par rapport à ça, le Guardian à Londres qui disait, qui est quand même un journal sérieux, réputé pour ses enquêtes, il va quand même d'une forte prédiction en disant les professeurs, les programmeurs, les journalistes pourraient tous être sans emploi dans quelques années seulement. Parce que ça stupéfait par la capacité d'écriture, sa maîtrise des tâches complexes et évidemment sa facilité d'utilisation. Mais avec les bémols qu'on met, c'est sûr qu'à court terme, oui, il y a beaucoup d'imperfections. C'est un outil qui est pas à terme encore. Disons que c'est un jeune enfant qui vient de naître, il est en apprentissage, sa socialisation se fait sous nos yeux et avec nous. Et donc, quand il sera rendu à l'adolescence, à l'âge adulte, ce sera vraiment tout autre personnage, là. Bon, là, on va commencer par... je veux qu'on termine l'émission sur une bonne note avec des idées de ce qu'on peut faire en éducation, entre autres. Ce qu'on pourrait faire avec nos enfants à la maison aussi. Mais là, attends, là, avant que tu te lances, là, moi, j'ai une question qui me titille depuis le début. Là, parce que là, on le nourrit, ce robot-là, en entrant les informations. Mais à la base, là, quand il est sorti tout frais, là, quand il est né, là... Est-ce qu'il est né avec nos informations recueillies par tout ce beau monde-là? Bonne question. Actuellement, l'information, j'ai vérifié un peu cet aspect-là, mais actuellement, il ne retient pas. C'est pas nous, notre contribution à la conversation ne lui permet pas d'apprendre de nous. Le seul moyen d'être mis à jour actuellement, c'est par les informaticiens, les ingénieurs d'OpenAI à San Francisco qui ont le seul pouvoir. Je dirais une image là, banale, là, mais vous allez bien réaliser que ce n'est pas ça, mais d'insérer la clé USB dans le serveur central et de faire un nouveau versement de données. C'est la seule option actuellement, comment il peut apprendre. Donc, il faut lui donner des données, de la matière, de la nourriture intellectuelle, finalement, à la base. Donc, les conversations qu'on entretient avec nous, évidemment, ce n'est pas utilisé par le robot par la suite. Bon, évidemment, je ne vous encourage pas à mettre votre numéro de carte de crédit là, dans le chat puis à lui demander de faire des opérations avec ça. Et d'ailleurs, pour se connecter, une utilisatrice qui demandait est-ce qu'il faut mettre notre numéro de carte de crédit pour accéder au site en français? Non, pas besoin. Si on vous demande ça, là, c'est pas sur la bonne page, puis c'est quelqu'un qui veut utiliser votre NIP à votre insu. Donc, ne lui donnez pas de numéro de carte de crédit. Mais donc, non, pour vous rassurer, puis je pense que Simon peut confirmer ça, c'est ce qu'on a lu, là, il n'y avait pas d'utilisation de notre savoir à nous pour l'instant. Oui, c'est ça. Non, la seule chose qu'il peut utiliser présentement, c'est lorsqu'on lui demande une question et qu'il nous fournit une réponse, on peut dire pouce en haut, pouce en bas pour l'orienter sur si la réponse est satisfaisante, ce qui lui va permettre dans un futur de se réentraîner, mais non pour le moment. Ce qui fait aussi que sur le site, c'est très bien indiqué. L'outil ne peut pas
utiliser des données qui sont plus récentes que 2021 parce qu'il est débranché. On lui a fait apprendre des choses, mais là, il n'est pas connecté à Internet normalement. Donc, on ne peut pas lui demander, par exemple, quels ont été des événements récents là, et de faire des choses comme ça. Souvent, ils vont inventer. Là, OK. Oui, Alexandre, tu voulais... Non, il y a quand même plusieurs questions. Je ne sais pas si on se permet de répondre à quelques interrogations. Oui, go, on y va. Oui, donc à Justin Dagenet, pourrait-on accuser un élève de plagiat qui utilise cet outil pour produire un texte? Moi, j'ai encouragé tout simplement les élèves à citer ChatGPT s'ils l'utilisent dans une rédaction pour un travail. J'ai demandé à ChatGPT comment je dois te citer. Il m'a fait une belle phrase et une référence bibliographique que je pourrais utiliser. Donc ça, moi, j'encourage les étudiants. Ils m'ont demandé, monsieur, est-ce qu'on peut utiliser l'outil? Ben, j'ai dit, allez-y, go, explorer, tester ses limites, mais contre-vérifier en partie, évidemment, en contrepartie, aller faire d'autres recherches complémentaires. Mais moi, j'encourage les étudiants. C'est sûr qu'il faudrait démontrer qu'il a plagié. On est en train, certains sites, là, de réfléchir à ce qu'il y a une façon de détecter que ça a été utilisé. Si on est moindrement habile, parce qu'on a lu beaucoup depuis une semaine, là, je commence à voir des exemples où c'est vraiment un article de blog, puis on voit, ça a été écrit avec ChatGPT. Il y a vraiment des tournures de phrases, du vocabulaire, un style GPT là, qui commence à s'imprégner, je pense, dans nos mémoires. C'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas très original. Hein, un étudiant qui s'investit, qui donne son opinion, on va lui dire, attention, appuie ça sur des faits. Mais là, lui, GPT, c'est neutre, c'est toujours bien balancé. Donc, quand ça l'est trop, c'est peut-être un peu un signe que ça pourrait être fait avec le robot, parce qu'un de nos étudiants, généralement, sont plus oui ou non. Là, ils se positionnent assez rapidement. Et voilà. Donc, pour répondre un peu aux questions là, qui étaient dans le fil. Et jusqu'à un certain point, je vous dirais aussi, comme enseignant, on les connaît, nos élèves. Présentement, on est rendu au mois de décembre. Je connais le style d'écriture de mes élèves. Je suis capable de rapidement me rendre compte quand peut-être il y a un parent ou un site web qui a été utilisé pour produire parce que là, le style change soudainement. L'élève sort une verbose qu'il n'avait pas présentée depuis le début de l'année. Donc, c'est sûr que comme enseignant aussi, on a un certain jugement professionnel qu'on peut utiliser pour lever un taux raisonnable sur l'utilisation de l'outil en classe. Ouais. Les dangers. Bon, on va commencer. Je commencerai plutôt par les limites de l'outil. Présentement, est-ce qu'il y a des limites où il peut nous dire pas mal n'importe quoi, il peut répondre à presque tout? À quoi on peut se buter présentement, là? Actuellement, on l'a un peu évoqué il y a quelques instants. Donc, tout ce qui est récent, l'actualité, on ne peut pas lui demander le résultat France-Maroc. Il va pas le savoir. Il ne connaît pas, évidemment, des événements d'avenir. Même, j'ai testé, est-ce que tu peux me parler des prophéties de Nostradamus? Il nous a bien mis en garde qu'il ne fallait pas trop se fier à Nostradamus. Bon, déjà là, c'est bon pour ceux qui s'intéressent. On est en fin d'année. Qu'est-ce qui va nous réserver 2023? Il n'est pas bon pour nous parler de ça. Donc, il y a évidemment certaines limites à ce niveau-là. Au niveau mathématique, des collègues, j'ai vu passer des éléments. Au niveau de l'algèbre, vous me corrigerez si vous en savez plus. Mais, Sylvain a soulevé quelques problèmes. Sylvain a soulevé des problèmes, donc au niveau de la résolution de certaines équations algébriques. Au niveau des choix multiples aussi, des fois, moi-même, j'ai fait des tests avec des chapitres de mon contenu. Et dans les éléments, dans les choix, dans la clé de correction, je n'étais pas satisfait, ce n'était pas tout à fait précis ce que j'attendais. Évidemment, ce n'est pas tout à fait des fois toujours en corrélation exactement avec la matière qu'on a enseignée ou qui est disponible dans nos documents qu'on donne aux étudiants. Donc, il y a des ajustements, mais déjà, souvent, c'est quand même une bonne base pour le prof. Moi, comme prof, actuellement, là, j'ai vraiment simplifié mon flux de travail sur certains trucs. J'ai bâti des nouveaux questionnaires. Je suis repassé dedans pour changer des mots parce que ce n'est pas le terme que moi j'emploie donc pour éviter toute confusion. Tu as fait un peu ce que tu fais avec le matériel des maisons d'édition. Exact. Oui, et comme tu le disais, ça pourra éventuellement, bien sûr, les menacer et ils vont devoir trouver des nouvelles formes de stratégies pour nous intéresser, nous inciter à acquérir ce matériel-là. Donc, dans les limites, c'est bien sûr des biais aussi. Évidemment, tu demandes à GPT comment je peux te vendre auprès des profs. Il va te faire un beau texte. Il va parler juste des points positifs. Il ne donnera pas trop d'éléments négatifs. Il y a des biais sur des questions qui pourraient paraître controversées. Je n'ai pas vu de propos racistes ou de propos visant des minorités.
mais reste que, beaucoup de gens ont soulevé le fait que, c'est créé aux États-Unis, c'est créé dans un environnement américain, blanc, traditionnel, conservateur, et est-ce que, puis d'ailleurs, avec Thiel qui était près de Trump, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des commandes, des biais? Ça va être à surveiller. Il faudra amener nos étudiants à réfléchir. Est-ce que par rapport au discours, à l'opinion publique ambiante, l'outil se positionne à gauche, à droite, au centre, à ce niveau-là. De là l'importance du jugement critique. Mm-hmm. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de positionner un outil comme ça au centre, à gauche ou à droite? Évidemment, moi, je pense que l'outil, déjà, de façon générale, en nous proposant les deux côtés de la médaille, en nous proposant les deux aspects d'une question, je trouve ça intéressant. La réflexion, le débat, le discours public pourrait quand même y gagner en nous proposant justement souvent les deux côtés d'un aspect. Des gens qui sont souvent campés sur une position, ils vont pouvoir avoir l'autre côté aussi, nuancer leurs propos. Et je pense que ça pourrait avoir un côté positif. Je suis peut-être un peu naïf, là, mais évidemment, comme disait Rousseau, j'essaie de voir le bon côté d'abord, d'une certaine manière. Absolument. C'est bon? Oui, en fait, c'est un peu la même chose. Je pense que ça va être important de se poser des questions de société par rapport à ça, d'éduquer les élèves pour être sûr qu'ils comprennent les tenants et aboutissants, comment il est utilisé, mais il y a des limites pour le moment qu'on peut utiliser. Nous, comme enseignants, je voyais quelqu'un qui disait en question, on fait travailler la lettre ouverte et l'outil peut faire des bonnes lettres ouvertes. Et j'ai des enseignants qui ont juste dit, tout ce qu'on a à faire, c'est si on lui donne un article papier ou un segment de texte papier, on demande à l'élève de faire référence à ce segment-là papier. L'outil n'y a pas accès parce que c'est une feuille papier. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des moyens comme enseignant qu'on peut utiliser ces limites-là pour limiter, par exemple, la triche. Mais c'est sûr qu'il y a encore des limites. Certaines vont disparaître avec le temps. Mais attention, il y a quand même une astuce que je révèle, un hack. Des étudiants, on leur donne un article papier, ils vont sur Google, trouvent la version en ligne sur le site web du journal, font un copier-coller, une sélection de la page web, envoient ça dans ChatGPT, fais-moi un résumé, extrait des concepts. Et là, on s'en fait passer une d'une certaine manière. Mais il n'y a pas, même si on donne du papier, évidemment, il faut toujours assurer un suivi. Mais il faut voir toujours aussi qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend un texte, une carte mentale, montrer des liens entre les éléments, un résumé plus engagé, faire ressortir spécifiquement des aspects? Là, ça vient complexifier. Si on donne des tâches beaucoup plus complexes à nos élèves, je ne suis pas certain que GPT va être au rendez-vous pour rencontrer toutes nos exigences à ce moment-ci. Là. Pas là. Non, c'est ça. Je pense pas. Est-ce qu'il y a des dangers? Les dangers sont en rapport avec les limites, j'imagine. Je veux dire, si on n'a pas, s'il ne peut pas nous donner exactement la date de la mort de René Lévesque, il y a des dangers à avoir des informations erronées. Y a-t-il d'autres choses qu'on ne connaît pas, là, puis qu'on aimerait savoir? Bonne question. À brûle pour point comme ça, on a quand même couvert déjà, on a beaucoup ratissé large. Donc, je pense en termes de limites, là, c'est beaucoup celles qu'on voit là, sur des erreurs de fait, d'interprétation de certains concepts. Et aussi, c'est parfois dans la façon dont on pose la question. Et ça, c'est important, je l'ai dit aux élèves, des fois, vous devez reposer la question, préciser votre vocabulaire. Et j'ai remarqué que l'outil, en termes de vocabulaire, est un peu français, franco-français de France. Il y a du vocabulaire qu'il utilise, des expressions. C'est typiquement pas québécois. Donc, évidemment, il a été nourri par sans doute des collaborateurs en Europe et ça transpire là. Bien qu'on parle du Québec, ça vient quand même de certains contenus là, qui sont assurément beaucoup plus outre-mer que québécois. Donc, ça aussi, ça peut indiquer des fois l'origine du texte. Surtout si on est en Gaspésie, puis l'élève a un ton un peu rehaussé avec des expressions du coup. Ça, c'est peut-être pas, du coup de l'élève. Donc, en fait, de toute façon, il nous le dit quand la question n'est pas claire, il répond pas, il fait une erreur, ça bug. Oui. Voilà. Bon, ça passe un peu vite, un peu trop vite d'ailleurs, puis on n'aura jamais le temps de tout couvrir. Il va falloir qu'on en fasse une autre à un moment donné. On verra la version 2.
Mais là, j'aimerais qu'on finisse sur une note un peu plus, plus positive, en fait, ou positive tout court. Je vais inciter aussi les gens dans le chat, parce que ça roule en ciboulette ce soir. C'est même difficile de faire les deux. Là. Des fois, je décroche, puis il faut que je revienne. Là, c'est juste pas évident. Parce que c'est vraiment pertinent dans le chat aussi. Donc, c'est le fun parce que les gens vont pouvoir aller voir aussi sur le site et sur la chaîne YouTube les commentaires. Là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en éducation? Simon, tu t'es lancé dans une infographie. Peux-tu nous en parler? Oui, j'en ai d'autres qui s'en viennent. En fait, j'ai fait un groupe Facebook là-dessus, plein de personnes, je ne m'attendais jamais à ce que ça l'explose comme ça. Et j'ai eu la réflexion, on est maintenant plusieurs centaines d'enseignants qui œuvront pour le bien du futur de l'éducation au Québec. Peut-on mettre nos cerveaux ensemble pour produire du contenu qui va nous aider à utiliser l'outil dans nos classes, à l'extérieur de nos classes, pour l'évaluation? Donc, je pose des questions au groupe sur différents aspects. Donc là, j'ai abordé comment, selon vous, donc c'est très... On a fait des tests pour plusieurs de ceux-là. Ce ne sont pas des tests étendus avec plein de manières de contourner. Là, c'est vraiment rapidement comme ça. Qu'est-ce qu'on est capable de penser comme moyen de quand même avoir des évaluations qui sont authentiques sans qu'on puisse utiliser ChatGPT? Les personnes ont proposé plein de choses. Donc, j'ai mis ça ensemble, j'ai fait une infographie. J'en ai d'autres qui s'en viennent sur d'autres thèmes. Donc, mon but, c'était vraiment de dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce jus de cerveau collaboratif-là pour faire avancer la question en éducation au Québec. Et là, on est arrivé avec plein de choses. Par exemple, si on évalue le processus, si on demande à l'élève, par exemple, en classe, dans des discussions, ils travaillent sur, je ne sais pas moi, le temps d'un texte, puis on leur pose des questions, qu'est-ce qui te fait décider d'écrire ça à place de ça? Mais c'est sûr que l'outil ne pourra pas aider, bon, parce qu'on est en vrai, puis on pose des questions comme ça, mais ça nous permet d'évaluer le processus métacognitif de l'élève. Donc, quelle décision il a pris, pourquoi il a pris ces décisions-là, comment il en est arrivé là. Si on lui demande de faire une carte conceptuelle, l'outil ne peut pas encore en faire. Ça prend un certain niveau d'abstraction. Donc, encore une fois, c'est une autre sorte d'évaluation. Je disais en blague ce matin à Radio-Canada, on ne peut pas encore demander à l'outil de venir en classe faire un laboratoire de sciences. Donc ça, c'est encore une fois une évaluation qu'on ne peut pas. Donc, c'est plein de méthodes qui ne sont pas parfaites, bien évidemment, puis c'est encore à faire des tests. Je vais changer l'infographie s'il faut. Mais mon but, c'était vraiment de proposer des pistes d'évaluation qui sont à l'abri de l'outil, ou du moins partiellement à l'abri de l'outil. Alors, cette infographie-là, tu l'as sur le groupe Facebook, entre autres. Mais je vais la mettre aussi sur mon site Internet là, avec l'entrevue. Ça va être là, c'est sûr. Puis on l'a aussi dans l'entrevue. Absolument. Je l'ai mis sur Twitter aussi. S'il y en a qui veulent aller la chercher, n'hésitez pas à partager ça à tout le monde. Là. Mon but, c'est que l'information circule et qu'on puisse s'aider entre enseignants. Et ton site, le groupe Facebook, c'est bien ChatGPT et IA en éducation. Donc, allez faire la demande. Puis je pense que tu as de l'ouvrage ces temps-ci pour accepter les gens dans ton groupe. Là. Oui, absolument. Je n'avais jamais la moindre idée de comment ça allait évoluer. J'avais pas comme plan pour les 7 derniers jours, mais je trouve ça merveilleux de voir à quel point les enseignants sont capables de se mettre ensemble pour faire du bien. Oui, tes étudiants me disent là, qu'ils attendent la correction, Simon. Il y a le temps des fêtes qui s'en vient. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va attendre au 10 au moins. Et sur Twitter, Pierre, vous avez récolté, puis je l'avais repartagé aussi, et j'ai ajouté aussi sur une page Padlet que j'ai créée, qui a été partagée d'ailleurs sur le groupe Facebook, des infographies que d'autres collègues aussi ont produit. Donc, il y a plusieurs, voilà. Donc, Jean-Baptiste Audoux. Oui, exactement. Donc, il a fait 4 petites vignettes avec des extraits de ChatGPT. Donc, ici, au service de l'enseignant, générer des textes pour illustrer un propos. Donc, avec une petite démonstration. Donc, ça incite, évidemment, ça montre une façon de faire. Ça peut donner des idées à des profs dans leur école pour en faire dans leur matière, dans leur discipline. Ça serait intéressant qu'on puisse mettre, disons, tout ça en commun et vraiment avoir un contenu là, qui pourrait être assez riche. Donc, ça, c'est une des belles infographies. Il y en a 4 dans cette série là, qu'il a produit. Voilà. Donc, un bel exemple ici, écrit 3 phrases dont l'une n'est pas vraie. Et donc là, l'élève doit tenter de trouver l'élément, évidemment, de réponse. Dans ce cas-ci, je pense que c'est numéro 2.
dans ce cas-ci. Prix Nobel, oui. Oui, Élise Gravel, prix Nobel. Je pense que Radio-Canada aurait fait une entrevue. Mais il faut prouver ça donc, avec une recherche. Il peut y avoir des belles applications critiques d'utilisation des outils web aussi. Google n'est pas appelé à disparaître encore. Actuellement, on disait, ouais, mais c'est la fin de Google. Pas pour l'instant, puisque actuellement, c'est vraiment deux outils qui vont être très complémentaires. Ouais. Mais sachez que Google a dans ses cartons quelque chose d'aussi puissant que ChatGPT. Ça pourrait forcer les gens de Google à aller plus rapidement, à entrer sur la patinoire de ce marché-là plus tôt que tard. Donc, évidemment, à surveiller. Et il y a d'autres expérimentations, d'autres outils d'intelligence artificielle. Et donc, il y a vraiment du beau matériel là, qui va commencer à émerger. Et qu'en une semaine et demie, on ait déjà une émission, on a déjà des interventions dans les médias, c'est beaucoup plus positif maintenant, je pense, que ça l'était lors de l'arrivée du iPad en 2011. De mémoire, là, on n'avait pas autant de beau matériel, des choses accessibles en si peu de temps. Il faut dire que, en 2011, le numérique commençait. Facebook, avait quelques années, là, c'était encore dans la petite enfance. Oui. Les groupes Facebook, c'était pas aussi populaire. Mais là, vraiment, la masse de contributions, les gens qui participent, tout le monde s'enrichit. Je trouve qu'il y a un beau mouvement, il faut le souligner, là, des gens très positifs dans le milieu de l'enseignement au Québec. Stéphanie, absolument. Ça va? Oui. Moi, je suis subjuguée. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est ça, je pense qu'il va falloir s'adapter comme enseignant. Puis on n'a pas le choix de faire face à la musique. Il faut composer avec ça. Puis c'est là, on est vraiment là, on n'a pas le choix de changer nos pratiques. Je pense que c'est là, il faut le faire. Ouais. Parlant de changement de pratique, l'évaluation, on en a parlé tantôt, on l'a survolé. Dans le chat, ça roulait pas mal aussi, on s'entend là-dessus. Il va falloir qu'on marche un peu plus notre classe qu'on l'a marché avant. Là. Bien, ça, absolument. Marcher la classe, ça devrait toujours avoir existé. Exactement. C'est sûr qu'en restant en avant, on ne voit pas comment nos élèves pensent, sont à quel niveau, c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Donc, fallait bouger. Oui. Moi, je leur demandais de faire des Google Docs puis de me partager Google Docs. Pas besoin de bouger. C'est le joke. Non, mais le côté évaluation, il va falloir qu'on s'ajuste un petit peu, là, surtout. Mais il y a un point que tu as apporté, Simon, tantôt, qui est vraiment intéressant. Et je pense que là, c'est là qu'il va falloir qu'on focus. Tu as dit, on connaît nos élèves, on connaît le style de nos élèves. Tout d'un coup, il n'y a plus de fautes. Hello. C'est louche. Houston. C'est louche, effectivement. Il faut qu'on se parle. Exact. Et on a plusieurs méthodes d'évaluation. Par exemple, en sciences, on peut faire des laboratoires, on peut faire des dissertations, on peut poser des questions. On a plusieurs approches d'évaluation. Un enseignant, c'est rare qu'il va avoir une seule sorte d'évaluation. Il va faire que ce sorte-là d'évaluation tout au long de l'année. Donc, en faisant une certaine triangulation avec différents outils pour évaluer les connaissances, les compétences de nos élèves, bien, c'est sûr qu'on permet d'avoir un portrait plus global. Puis, ça permet justement d'éviter des situations où l'élève passe son cours à 100% juste parce qu'il a utilisé l'outil, parce qu'on a plein d'outils, on a plein de pistes d'évaluation différentes, donc ça nous permet d'avoir un portrait qui est plus global. Oui. Puis quand on disait on marche la classe, puis là on est avec eux, puis là on voit les traces d'apprentissage parce que là on discute avec eux, on va leur poser des questions, on leur demande de justifier comment puis pourquoi ils ont fait ça. Donc là, ça vient prendre tout son sens aussi dans l'évaluation. Là. Donc on est vraiment dans la compétence, dans le savoir-faire quand on a ces discussions-là avec l'élève. Mm-hmm. J'ai présenté l'outil à mes collègues cette semaine et c'est vraiment très drôle parce que d'un côté de la table, il y a eu un frein, là, c'est fait « wow, un instant, qu'est-ce qui se passe? » Et de l'autre côté de la table, j'ai un collègue qui dit « wow, on peut générer des textes pour nos élèves qui ont le plus de difficultés. » Puis là, j'ai fait « wow, un instant, il vient de se passer quelque chose dans la salle. » On voit que tout d'un coup, c'est pas parce que c'est un outil que c'est dangereux. Évidemment, il faut faire attention, mais il y a énormément de potentiel au niveau pédagogique. Ça fait même pas 14 jours que l'outil est utilisé. J'ai déjà plusieurs collègues qui m'ont abordé en me disant « Hey, je m'en sers pour faire des différentes sortes de textes que je présente à mes élèves pour comparer deux styles d'écriture différents. Je m'en sers pour générer des textes de plus. Les élèves qui ont tout terminé puis qui veulent en faire plus, mais j'ai pas le temps parce que les examens s'en viennent. Bien là, en un tour de main, je leur en fais de plus. »
mais je m'en sers pour différentes tâches administratives, ça fait ça plus vite, j'ai plus de temps de récupération avec mes élèves. Je me dis, si en 14 jours, on a déjà ces changements-là, les changements qu'on peut avoir sur le long terme avec ça, je pense que ça va être faramineux et incroyable. Il y a une petite lumière au bout du tunnel. Oui, et ce qu'on disait beaucoup, c'est par rapport à la question de la place de l'oral. On sait, l'enseignement de l'oral, ça a toujours été, il y en a, bon, je ne sais pas s'ils vont être peu d'accord avec moi, mais quand même un peu le parent pauvre du système. C'est peu de pourcentage en français et comment bien poser des questions à l'oral, comment bien articuler l'articulation, parce qu'avec les outils Siri, Google Home et là ChatGPT, puis on pourra avoir une extension sur son téléphone pour discuter oralement. On peut déjà écrire dans le ChatGPT avec des fonctions à l'oral. Donc, la place de l'oral va devoir gagner en importance. Il y a Véronique Payeur qui disait des petits groupes de discussion sur des textes, sur des sujets, amener les élèves à échanger davantage, à faire des présentations. Moi, récemment, un élève n'avait pas eu le temps de finir une question d'examen, il était en détresse. Là, il était paniqué. J'ai dit, écoute, réponds à la question. C'est quoi la réponse à ça? Qu'est-ce que tu réponds? Il me fait une petite déclaration orale. J'ai dit, tu as compris le concept. J'ai donné ses points et j'ai dit, passe tout de suite à ton autre cours. Il était un peu en retard. Donc, voilà, je t'ai évalué, tu as compris. Pourquoi être obligé de prendre plus de temps? Donc, il faut être flexible, il faut avoir de la flexibilité sur l'évaluation, réfléchir et la place de l'oral sera peut-être, à mon avis, je pense, une des voies. Mais pour ça, quand tu as des groupes de 34, est-ce que tu peux prendre vraiment 5 minutes, 10 minutes? Là, il y a des défis d'organisation. Est-ce que tous les élèves ont besoin d'être à l'école en même temps? Est-ce que des élèves ne pourraient pas être avec des gens pour faire des laboratoires, des projets? Nos fameuses semaines de 9 jours, là, est-ce que c'est encore pertinent? Là, je lance un caillou dans la mare. Dans les souliers de plein de monde. Oui, ça va chauffer dans les bureaux de Marie Guyard à Québec. Oui. Puis, monsieur le ministre, bienvenue en éducation. Voilà. Oui, c'est sûr. Hey, messieurs, mot de la fin. Il reste 2 minutes. Mot de la fin. Simon? En 14 jours, c'est tout ça, c'est produit. J'ai hâte de voir pour la suite. Je pense que ça peut être une avenue très intéressante pour complètement changer les pratiques en éducation pour le mieux. Je crois que ça peut encourager plein d'enseignants à évoluer là-dedans. Donc, je vois beaucoup de positifs, des aspects qu'il va falloir prendre, des enjeux qui vont être très importants à évaluer. Mais au final, je pense qu'on va être capable de s'en servir pour faire du bien. Et oui, moi, je suis, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, quand même très content de la collaboration qui s'est mise en place entre les enseignants. Puis je pense que c'est la force qui va faire bouger le paquebot un peu plus. Et je pense que le fait d'inonder positivement les réseaux sociaux, bien qu'il y a des critiques, là, puis tout le monde le reconnaît, il y a des limites, il y a des freins, il faut se questionner, mais qu'on ne dise pas d'emblée qu'on veut faire des pas en arrière, qu'on soit tourner vers l'avenir, qu'on embrasse ce projet-là, enfin cette technologie-là, et qu'on contribue positivement avec nos apports. Je pense que, comme on disait, dans les hautes sphères politiques, ils n'auront pas le choix d'être alerte. Et il y a des gens là, qui sont quand même déjà, je pense, à l'affût de ça. Il y a eu des remontées et j'ai fait mes remontées à Bernard Drainville doucement. J'ai des canaux sur Twitter pour lui parler. Ah, on aime ça. Mais en passant, il y a déjà des profs qui ont demandé de bloquer le site dans les écoles. Hein. Oui, tout à fait. Et ça, c'est. Moi, j'étais un peu plus pour l'éducation que pour l'interdiction, là, mais ça, c'est un autre débat. On verra ça après Noël. Stéphanie? Moi, c'est sûr que je vais. C'est sûr que j'ouvre ça, là. Pas là, mais demain, c'est sûr que j'ouvre ça. Je trouve que c'est un outil qui va nous faire, voyons-le, plus positif que négatif. Puis, je vais dans le même sens que Simon et Alexandre. Utilisons-le à bon escient pour nous faciliter la tâche parce que Dieu, on sait qu'on est débordé comme enseignants. Si ça peut juste nous aider puis à nous décharger, pourquoi pas l'utiliser? Et en passant, j'ai eu la question, moi, si on pose 3 fois la même question, par exemple, écris-moi un texte de 200 mots avec un jeune garçon qui s'appelle Pierre Gagnon et qui « Je veux jouer au hockey », il n'écrit pas 3 fois le même texte.
Non, c'est ça, exactement. Et on peut lui ajouter à chaque fois, évidemment, des améliorations possibles. Des contraintes ou pas, des contraintes, c'est ça. Mais non, effectivement, c'est un produit unique. Oui, absolument. Simon Duguay, merci beaucoup. Continue ton bon travail. On regarde le site, le groupe Facebook, ChatGPT et IA en éducation. Donc, il y a déjà beaucoup d'échanges. C'est assez incroyable là-dessus. Alexandre, continue ton excellent travail. Merci. Ton fond ton fond qui est resté fond de journaliste nous fait voir plein de choses au quotidien. Merci de ta présence sur le web. Oui, puis je continue d'alimenter le Padlet. J'essaie de le mettre à jour. Donc, il y aura des nouvelles ressources. Des fois, les gens n'ont pas le temps de tout suivre avec nos vies trépidantes. Donc, je vais quand même essayer de continuer à mettre le plus possible des éléments nouveaux là, pour les gens qui ont moins le temps de suivre ça au quotidien, comme Simon et moi. Padlet qu'on va aussi partager sur nos réseaux. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Merci. Merci. Beau temps des fêtes, Simon. Profitez-en pour faire plein de tests. Beaucoup. Alexandre aussi. Oui. Pour ceux et celles qui sont dans le chat, là, je pense qu'il faut partager cette émission-là parce que là, on a tous les côtés de la médaille. On a vu toutes les affaires qu'on ne peut pas parler, là. Mais on l'a dit, c'est un outil qui est en changement et qui va s'améliorer, on l'espère évidemment, dans le bon sens. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Profitez-en. Ayez du temps de qualité en famille et prenez soin de vous. Oui. Prenez soin de vous parce que si vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Voilà. Et voilà. Si vous ne pouvez pas le faire, ChatGPT ne le fera pas pour vous. Et voilà, ça, c'est une autre affaire qu'il ne peut pas faire. Merci tout le monde. Bye bye. Merci. Bye. Au revoir.